aux Congolais, je vous dis, ne restez pas silencieux quand il y a ce genre de situation. On ne peut pas nous maltraiter comme ça se fait maintenant, mais devant le silence curieux des Congolais. Cette résignation, il faut la dépasser. La Constitution nous donne le droit de nous exprimer. Et il faut que nous exprimons notre mécontentement. Bonjour, chers téléspectateurs. Comme nous avons convenu, nous avons notre rendez-vous du samedi. Aujourd'hui, le 14 octobre 2023, nous avons choisi d'échanger avec vous sur les mesures qui ont été annoncées par le gouvernement. Elles sont de deux sortes. Il y a des mesures qui ont été annoncées par le décret 1579-2023 du 19 septembre 2023 relatif aux modalités de règlement des arriérés commerciaux et sociaux. Et il y a, dans un deuxième temps, nous allons échanger sur la communication qui a été faite par le ministre d'État Firmin Ayessa lors du dernier Conseil des ministres sur en fait l'impact, ce que nous aurions pu considérer comme l'impact multisectoriel des mesures d'augmentation des prix des produits pétroliers. Les mesures qui ont été proposées par le Conseil des ministres, s'agissant, semble-t-il, de l'impact multisectoriel des mesures d'augmentation des prix des produits pétroliers, il faut rappeler que conformément à ce qui a été convenu entre le Fonds monétaire et le gouvernement, il semble que le gouvernement doit procéder sur une période de 2 ans, c'est-à-dire sur 2023 et 2024, à une augmentation des prix du carburant de 60%. Il a procédé à une augmentation de 5% en janvier 2023. Ça a été suivi par une augmentation du prix du super, parce que semble-t-il que le super, c'est celui des hommes riches, en juillet, précisément le 15 juillet 2023. Et nous avons été surpris que bien que cela ait été prévu dans la lettre d'intention et dans le mémorandum des politiques économiques et financières, le gouvernement n'avait prévu aucune mesure d'accompagnement. Et c'est là que le Premier ministre a publié une note de service, je crois que c'est la note numéro 25 PMCG, le CAB du 14 juillet 2023. Curieusement, cette note a été publiée à la veille de la mise en application de la hausse de 25% du prix du super. Et dans cette note, il est dit qu'il y a une commission qui a été mise en place qui devait faire l'étude, sinon l'évaluation, de l'impact multisectoriel de l'augmentation des prix du produit pétrolier et proposer des mesures à court, moyen et long terme. Le délai qui était fixé, c'est que ça devait être fait au plus tard le 15 septembre. Ça n'a pas été fait. La responsabilité en revient au gouvernement. Peut-être qu'il n'attache pas autant de prix à ce problème qui a un impact très important sur le pouvoir d'achat, sur le panier de la ménagère et sur le fonctionnement de l'économie de façon générale. Et les Congolais ont été surpris que lors du Conseil des ministres du 7 octobre, du samedi dernier, qu'une communication a été faite pour rappeler un peu toutes ces mesures. L'analyse que j'en ai faite, c'est que le gouvernement n'a pas pris au sérieux cette étude. Je suis même tenté de dire que le gouvernement n'a pas fait une étude sérieuse s'il pense avoir fait une étude. Des mesures sont proposées. En fait, c'est une litanie de mesures qui ne prend pas en charge beaucoup de choses. Ce que les Congolais attendaient, par exemple, de cette étude, c'est qu'on leur dise que le prix de la course du taxi sera désormais de temps. S'il est maintenu à 1 000 francs, il faut que cela soit dit. S'il est augmenté, il faut également que ce soit dit. Il faut également qu'on dise que le bus, le tarif du bus est de 150 francs. S'il est maintenu, il faut que cela soit dit. Mais cela n'a pas été dit.
Et le gouvernement a fait une litanie de mesures qui ne permettent pas de percevoir correctement l'impact d'abord sur les autres secteurs et ensuite et surtout l'impact sur le panier de la ménagère. Et je dis, c'est vraiment dommage. Je prends par exemple une mesure, semble-t-il à moyen terme, la relance du projet Eau pour tous. Franchement, il faut être sérieux. Vous savez bien que le gouvernement a déjà mis de l'argent extrêmement, une somme extrêmement importante dans ce projet. On n'a pas vu les résultats. Il s'agit de faire l'audit, d'établir les responsabilités et que les sanctions soient prises pour ceux qui auront failli. Il y a une autre mesure. On dit par exemple qu'il y aura la suppression de la taxe de roulage. Les Congolais se posent beaucoup de questions. Avec la taxe de roulage, il n'y a déjà pas de route. En supprimant la taxe de roulage, que va devenir le trafic routier, surtout dans les villes comme Brazzaville et Pointe-Noire? Et il est surprenant que le gouvernement ait pris tout ce temps pour faire cette étude et qu'il ne soit pas capable de dire aux Congolais que la suppression de la taxe de roulage est évaluée à tant de francs et un certain nombre d'autres choses. On parle des manuels scolaires pour les enfants, etc., tout ça. Il est dommage que le gouvernement n'ait pas présenté une étude extrêmement sérieuse, quantifiée, qui permette aux Congolais de se rendre compte que le gouvernement se préoccupe non seulement de l'amélioration de leurs conditions de vie, mais également qu'il se bat pour défendre le pouvoir d'achat. Parce que ce pouvoir d'achat baisse tous les jours et malheureusement, les Congolais ne savent pas où aller. Mais c'est pour ça qu'après avoir fait ces commentaires, je vais aller au fond des choses. Le problème, c'est que le gouvernement est bloqué. Le gouvernement est bloqué pourquoi? Parce que le gouvernement se rend compte que pour relancer l'économie, pour s'attaquer à un certain nombre de problèmes, nous avons besoin d'argent et de beaucoup d'argent. Et ils s'interrogent où le trouver. Et moi, la réponse que je leur donne, ce n'est pas au Fonds monétaire international qu'on va le trouver. C'est pour ça que je pense, comme cela n'est pas apparu clairement, je dis que cette étude n'a pas tenu compte d'un certain nombre de paramètres. Le premier paramètre que le gouvernement doit prendre en ligne de compte, c'est que le Congo est classé parmi les pays les plus corrompus du monde et qu'on ne peut pas se développer si on ne lutte pas contre la corruption. Et ça, aujourd'hui, les gouvernants doivent se rendre compte que ce qui s'est passé en Angola en termes de récupération de l'argent qui a été dilapidé du trésor public doit servir d'exemple. Le gouvernement doit se rendre compte que ce qui s'est passé en Arabie Saoudite en termes de lutte contre la corruption, pays qui a récupéré 100 milliards de dollars, c'est-à-dire l'équivalent de 60 000 milliards de francs CFA. Et le Congo les gouvernants viennent de se rendre compte, et les Congolais le savent, au-delà de ce que nous avons vécu avec l'opposant Zouba Dama, qui s'était retrouvé au Gabon avec plus d'1 milliard de francs en provenance du Congo, mais on s'est rendu compte avec ce qui s'est passé au Gabon que les gouvernants africains gardaient par devers eux d'énormes sommes. C'est ainsi qu'il a été révélé au Gabon que 200 milliards de francs CFA avaient été trouvés pratiquement chez la première dame. C'est ainsi qu'en près de 2 jours, au Gabon, on a pu mettre la main sur près de 500 milliards de francs CFA. C'est pour ça que les Congolais sont convaincus que la situation n'est pas différente en ce qui concerne le Congo. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans cette étude, une attention toute particulière doit être réservée à la lutte contre la corruption, à la récupération de l'argent qui a été dilapidé du trésor public. Et dans cette étude, nous revenons sur un certain nombre de choses que nous avons déjà dites, mais que nous ne cesserons pas de dire. Nous savons bien qu'il y a 14 000 milliards d'excédents budgétaires qui se sont évaporés. Et on ne va pas continuer à rester silencieux là-dessus. Le président de la République, d'ailleurs, a dit qu'il n'y aura ni petits poissons, ni gros peu frétins, et que tout passera par la nage du droit. Seule la loi prévaudra. C'est le moment où il faut effectivement faire jouer la loi là-dessus. Nous allons également rappeler qu'il y a 6 Congolais qui détiennent par devers eux 5 500 milliards de francs CFA. Comparer le chiffre de 5 500 milliards
au montant total de la dette au 31 décembre 2022, qui est de 8 149 milliards. Je pense que si on utilisait cet argent pour payer cette dette, nous n'aurons absolument plus de problème au niveau de la dette. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Où en est le gouvernement avec le dossier FIGA? Mais la ministre Lydia Mikolo, Jacqueline Lydia Mikolo, a été prise en flagrant délit dans le dossier du FIGA. C'est des problèmes de vol, de détournement. Et on ne peut pas garder de l'impunité là-dessus. On ne peut pas être silencieux et faire souffrir la population. Que faisons-nous de l'information qui a été donnée par un député en pleine session de l'Assemblée nationale, comme quoi il y a de l'argent qui a été débloqué pour une route imaginaire de 137 kilomètres. Que faisons-nous des malversations constatées par la Direction générale de l'assurance du territoire au Fonds de soutien à l'agriculture? Et enfin, que faisons-nous? Que faisons-nous? Je le dis 3 fois, que faisons-nous? Des révélations importantes faites par un compatriote, Alphonse Maboussou, consultant en expertise pétrolière et minière, qui a révélé qu'il y avait 133 000 milliards de francs CFA qui étaient planqués dans les paradis fiscaux, dans les bas de laine, dans les cimetières et même dans les églises. Vous vous rendez compte? Ça vous donne le tournis. Et on se demande, on se pose la question, est-ce qu'il est sérieux que les gouvernants puissent dire dans ce pays qu'il manque de l'argent? Et je vous ai dit tout à l'heure que lorsqu'on prend la dette commerciale et la dette sociale, c'est un peu plus de 1000 milliards. Mais on peut régler cela. L'attente du Fonds monétaire ne réglera pas le problème. Surtout que les Congolais doivent savoir que nous n'en avons pas fini avec l'augmentation des prix des produits pétroliers. Parce que ce qui se fait et ce qui a été annoncé un peu de façon silencieuse, un peu distraite par le gouvernement, à savoir que courant mois octobre, il va y avoir une augmentation de 25% du gazole. Ça veut dire que le gazole a rattrapé le super et nous sommes pratiquement au niveau des produits pétroliers à une augmentation de 30%, rien que pour l'année 2023. Et il y a une autre de près de 30% ou 35% prévue pour l'année 2024. Et en même temps, on n'en parle plus, il est prévu une augmentation des prix de l'eau et des prix de l'électricité. Où allons-nous? Et comment le gouvernement va soutenir les Congolais pour qu'ils se sortent de cette épreuve difficile qu'il leur impose? C'est pour ça que nous disons, c'est vrai, nous nous sommes endettés. Les gouvernants actuels n'ont pas voulu établir les responsabilités. Mais en réalité, les Congolais ont compris qu'ils en sont responsables et qu'ils ne veulent pas se faire harakiri. Nous avons compris qu'on a besoin d'argent, mais nous leur disons qu'on peut le trouver et on sait. J'ajouterai aux mesures que j'ai déjà énoncées qu'il y a l'article 12 de la loi sur la déclaration du patrimoine qui fait obligation à tous ceux qui n'ont pas fait de déclaration de patrimoine pratiquement d'être sanctionnés. Et selon les dispositions de cette loi, ils peuvent perdre jusqu'au quart de leur patrimoine. Et j'ajouterai aussi une autre mesure qu'il ne faut pas oublier, la réduction du train de vie de l'État. Pendant que le peuple croupit dans la misère, pendant que le peuple s'enfonce tous les jours davantage dans la pauvreté, est-ce qu'il est normal qu'un ministre d'État congolais, qu'un ministre d'État congolais touche 15 millions de francs CFA, qu'il touche 2 millions d'indemnités de logement? Est-ce qu'il est normal qu'un ministre simple touche 11 millions de francs CFA par mois et une indemnité de logement de 1,5 million? Nous avons proposé la réduction du train de vie de l'État, qui doit se voir sous 2 aspects. Le premier aspect, au niveau des effectifs de toutes les institutions de la République, Parlement, Cour suprême, Cour constitutionnelle, toutes les autres institutions, mais surtout le gouvernement, avec la kyrielle de ceux qui ont rang de ministre, rang de ceci, il faut que ces effectifs soient revus sérieusement. Et le deuxième aspect, revoir les conditions de rémunération. Assez souvent, nous avons évoqué le cas du Burkina Faso.
Et quand on regarde, on compare les conditions de rémunération d'un ministre au Burkina Faso et d'un ministre au Congo, on peut dire un ministre au Burkina Faso gagne moins d'1 million de francs CFA. Mais ils font le travail qu'ils devaient faire, ce n'est pas ça qui conditionne. Alors au Congo, non seulement ils ont des conditions de rémunération qui sont inimaginables, mais en plus ils sont trempés dans les problèmes de corruption, de détournement de fonds et dans l'impunité totale. Alors, quand on a fait cette analyse, nous disons ceci. C'est vrai qu'il faut que nous assumons notre passé. C'est vrai qu'il faut que nous réglions le problème. Je tiens au règlement de la dette sociale. Je tiens à ce que la question des opérateurs économiques soit revue en toute responsabilité. Et je dénonce la proposition faite par le gouvernement d'une décote à 66%, d'une décote à 35%, d'une décote à 25%. Il faut accorder une attention particulière. Et j'espère que les opérateurs économiques vont négocier avec le gouvernement pour revoir cette question cruciale, parce qu'il s'agit de relancer l'activité, il s'agit de pouvoir créer les emplois et il faut donner l'avenir et une perspective d'avenir pour que nous essayions d'aller de l'avant. Le reste ne nous poserait pas de problème. S'agissant de la dette sociale, Monsieur les ministres, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la République, recouvrez l'argent chez ceux qui l'ont pris. Ils ont choisi d'appauvrir l'État. En appauvrissant l'État, ils ont plongé la majorité des Congolais dans la misère. Et le mot que vous voulez faire adopter par les Congolais, c'est qu'ils acceptent cette situation. Mais les Congolais ne l'acceptent pas. Les Congolais vous demandent et vous disent, récupérez cet argent pour améliorer les conditions de vie des Congolais. Ce que vous proposez est très en deçà de ce que nous devions vivre. J'ai entendu parler des érosions, mais je crois que vous avez vu les images des premières pluies et les dégâts que ça a causé, notamment à Makabandilou et autres. Ça ne va pas continuer comme ça. Et moi, je dis, après avoir appauvri l'État, maintenant que nous en avons conscience, il est temps que les gouvernants récupèrent cet argent pour le développement du Congo. On ne peut pas à la fois venir parler, crier, soi-disant qu'on veut aller à l'émergence et avoir une attitude anti-développement en procédant comme il procède. C'est pour ça que pour aller à la conclusion, je vais dire, mes chers gouvernants, les Congolais ont compris qu'en dilapidant les fonds qu'il y avait dans le trésor, vous avez appauvri l'État. Vous êtes devenus pour certains archi-milliardaires. Vous ne pouvez pas justifier cette richesse. Et vous devriez vous regarder. Parce que c'est à cause de votre richesse que vous avez enfoncé la majorité des Congolais dans la misère et dans la pauvreté. Il faut que cela s'arrête. C'est pour ça que je vous lance un appel. Je souhaite que vous fassiez jouer à la haute autorité de lutte contre la corruption le rôle qui lui est dévolu. Pas dans les carnavals, pas à faire le tour des régions pour essayer. La corruption, elle est là. C'est vraiment le véritable mal. Il faut que nous la combattons. C'est pour ça qu'au-delà de ce que j'ai déjà dit, en allant vers la conclusion, je dis tout simplement, les Congolais ont les moyens de se sortir la tête haute de cette crise. Les Congolais ont pris conscience qu'il y a 133 000 milliards qui sont planqués dans les paradis fiscaux, pas au nom de l'État, mais au nom de quelques individus qui ont choisi de s'enrichir et qui ont même déclaré qu'ils continueront à rester là, qu'ils ne laisseront rien. Tokoti kate, tokoti kate. Mais nous l'avons compris. Et c'est pour ça que nous vous rappelons que c'est une des mesures essentielles pour que nous retournions à l'ordre constitutionnel, pour que nous remettons les choses sur les rails, pour que nous fassions que et les opérateurs économiques, et les étudiants, et les retraités, et les travailleurs qui accumulent beaucoup d'arriérés de salaire, que nous trouvons des solutions sans qu'on projette des délais de 7 ans pour apurer la dette sociale. Prenons cet argent et réglons tous ces problèmes. Je crois que nous en sommes capables. L'exemple qui s'est passé au Gabon a prouvé que tout cela est possible et il n'y a que
Il ne faut que la volonté politique et le courage politique. Ayez donc le courage politique de le faire. Quant aux Congolais, je vous dis, ne restez pas silencieux quand il y a ce genre de situation. On ne peut pas nous maltraiter comme ça se fait maintenant, mais devant le silence curieux des Congolais. Cette résignation, il faut la dépasser. La Constitution nous donne le droit de nous exprimer. Et il faut que nous exprimons notre mécontentement. Je souhaite, en ce qui concerne la dette sociale, puisque je suis membre d'un syndicat, je souhaite que la coordination des syndicats des retraités organise une assemblée générale au cours de laquelle nous allons nous retrouver, au cours de laquelle nous allons sortir des propositions que nous allons faire à ces gouvernants pour qu'ils nous sortent de la situation. Chers gouvernants, je termine en vous disant, vous avez assez fait souffrir les Congolais. Vous avez choisi de vous protéger. Vous avez choisi d'enfoncer les Congolais dans la misère et d'en être indifférents. Il faut que ça s'arrête. Nous osons espérer que le travail que nous faisons fait prendre conscience aux Congolais et que nous avancerons. Congolais, soyons debout. Soyons debout. Nous avons des droits et nous devons les revendiquer. C'est sur ces mots que je termine mon émission et que je vous donne rendez-vous à samedi prochain pour une prochaine émission. Et j'ose espérer, comme toujours, que nous trouverons un thème qui nous fera avancer. Je pense, sans me tromper, sauf s'il y a un cas de force majeure, je pense qu'il est important que nous commencions à travailler pour que nous examinions le budget 2024, parce que le budget tel qu'il a été présenté au niveau du Conseil des ministres est la traduction de la politique économique et financière du pouvoir actuel. Et il faut que nous travaillions pour que nous réagissions et que nous donnons notre point de vue avant que le Parlement ne puisse l'examiner. Chers téléspectateurs, je vous remercie pour votre aimable attention et vous donne rendez-vous au samedi 21 octobre prochain.